Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Une coopération économique renforcée avec les États-Unis. La visite de travail du président Alpha Condé à Washington a abouti à de grands résultats. Tout à l'heure, vous saurez tout des retombées de ce séjour. Projet d'interconnexion électrique, la rencontre de Conakry annonce des résultats encourageants. La construction d'une ligne de haute tension pour relier les pays membres est en cours. Les travaux sont à 90% de réalisation. La rentrée littéraire, une grande première en Guinée et une belle moisson. Déjà 20 nouveaux titres sont prêts et attendent d'être publiés. Le livre prend une grande dimension dans le pays. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition d'information. Le séjour du président Alpha Condé aux États-Unis, une opération séduction sur le plan économique. Plusieurs acteurs de ce domaine accompagnent le chef de l'État qui place cette visite sous le signe de la promotion des investissements. Kamara Boubacar revient sur la moisson faite par la délégation présidentielle. C'est une évolution exceptionnelle dans les relations entre le premier pays indépendant d'Afrique noire francophone et le pays de Coca-Cola et de CNN. Sur le sol américain, depuis le 8 septembre dernier, le président guinéen mène au pas de charge des contacts avec des hommes d'affaires, rencontre des structures d'appui à la coopération économique mais également diplomatique. L'opération de charme dans le milieu économique a abouti à la signature d'un accord historique qui permet d'établir une liaison aérienne directe entre les États-Unis d'Amérique et la Guinée. Cet accord entre les États-Unis et la Guinée représente une étape charnière dans la libéralisation du secteur de l'aviation civile internationale en Afrique. L'Afrique étant une région dont le potentiel de croissance est certainement le plus important dans le monde en termes de rythme de croissance. Cet accord est un symbole de l'amitié qui unit nos deux pays. C'est également le symbole d'un avenir potentiel à réaliser, ainsi que de ce qui donc unit nos deux pays. Cette liaison stratégique, symbole du renforcement des liens d'amitié entre Washington et Conakry, est appelée à accroître les échanges commerciaux et le volume des investissements entre les deux pays. Dans le domaine de l'industrie extractive, 1 million de subventions est accordé aux études d'impact pour l'exploration du gaz. Pour l'exploitation du minerai de fer, l'Amérique a des yeux de chimène sur le mont Nemba. Cette visite présidentielle va accélérer la mise en route d'un des plus vieux projets miniers du pays. Au niveau de la bauxite, les partenaires états-uniens renouvellent leur engagement d'investir davantage à travers Alcoa. La Guinée joue ainsi la carte de la diversification des offres pour son secteur minier. Également au tableau de chasse du président, l'obtention avec le FMI des accords pour la reconstruction des routes Conakry-Dubrika et Kankan-Kirwane. Les réformes financières menées ces dernières années permettent à la Guinée de repousser son plafond de crédit non concessionnel. Pour professeur Alpha Condé, l'opportunité est belle afin d'attirer le maximum de capitaux possible, un objectif sur lequel il refuse de se laisser distraire, même quand les médias font écho des spéculations politiques. Je ne suis pas venu pour discuter politique, je suis venu pour les affaires. La Guinée est un pays souverain, qu'il a démontré en votant non en 1958, et la Guinée tient absolument à sa souveraineté, à son indépendance. Donc les problèmes guinéens sont discutés en Guinée, non pas à l'extérieur. Fidèle à sa logique, le président guinéen a mis l'économie en priorité lors de sa rencontre avec le chef du département d'État américain chargé des affaires étrangères. Les questions de démocratie et de stabilité institutionnelle pour combattre la corruption et conforter les efforts de développement ont pourtant été abordées, mais pour rassurer davantage l'investissement. L'impressionnante mobilisation des ressortissants guinéens en reconnaissance au leadership du président a enthousiasmé le sous-secrétaire d'État en charge de l'Afrique de l'Ouest. Pour ce diplomate qui a connu Alpha Condé opposant, une telle ferveur n'a jamais été observée depuis 40 ans pour un dirigeant. La perception sur le pays change. De Washington à Texas, en passant par Pittsburgh, le président Condé fait passer un seul message aux investisseurs. Guinea is open for business.
Se poursuit d'ailleurs puisque le président est arrivé ce dimanche à Houston dans le sud des États-Unis. Plusieurs personnalités étaient à l'aéroport pour accueillir le professeur Alpha Condé dans une ambiance festive. La communauté vivant dans cette ville américaine était fortement mobilisée pour soutenir le chef de l'État dans ses idéaux de développement en faveur du pays. Compte rendu, Sanassi Keita. C'est ce dimanche 15 septembre 2019 que le président de la République est arrivé à Houston, dans l'État du Texas. Professeur Alpha Condé a été accueilli à l'aéroport international de cette plus grande ville du sud des États-Unis d'Amérique par plusieurs personnalités américaines et guinéennes, dans une atmosphère détendue. Juste à l'entrée de l'hôtel Esti Rigi, nombreux sont les Guinéens vivant dans cette grande métropole du Texas qui ont réservé un accueil enthousiaste au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ces Guinéens sont avec des effigies partout pour témoigner de leur soutien sans faille aux idéaux du président de la République, professeur Alpha Condé. Professeur Alpha Condé qui arrive au sommet, ce monde, à l'effervescence. Bienvenue à monsieur le président de la République. C'est ça que moi je troisième mandat. À la fin de sa vie. On le supportait jusqu'à la fin de sa vie. C'est pas troisième mandat, c'est pas quatrième mandat. Nous voulons la constitution à la fin de sa vie. Alpha Condé, oui. Désolé. Avec mon uniforme, je vais voir monsieur le président Alpha Condé. Il ne fait pas pour son pays, il est en train de se battre toujours pour son pays. Voilà. Je vais voir monsieur le président Alpha Condé. Dans une atmosphère festive, le chef de l'État est aussi ressorti de l'hôtel pour venir saluer un à un ces Guinéens. Jeunes et femmes ont tous profité de cette occasion pour faire des selfies avec le chef de l'État, comme pour dire tout simplement que le président Alpha Condé demeure leur idole. Un retour à Conakry avec la mise en musique du PNDES, les secteurs du commerce, de l'artisanat, de l'hôtellerie et de la culture se concertent. Ils élaborent une nouvelle stratégie pour concrétiser leur projet. Une première rencontre pour définir les options à envisager. Falilou Diallo. Mettre en place un dispositif institutionnel de suivi-évaluation du PNDS au niveau du groupe thématique de Dialogue 5, c'est en substance la particularité de cette rencontre entre les acteurs venus du ministère du Commerce, de l'hôtellerie, du tourisme et de la culture. Nous avons réussi à décider à créer d'abord une plateforme de dialogue entre nous, à échanger les différents outils de programmation et de planification, à la fois au niveau des ministères sectoriels et les cadres programmatiques au niveau des partenaires techniques et financiers,
qui sont tous adossés au PNDS pour partager. Parmi les 4 piliers du programme national de développement économique et social, c'est le pilier 2 qui est le focus du groupe 5, à savoir la transformation durable et inclusive de l'économie guinéenne, d'où la multiplicité des cadres de concertation pour atteindre les objectifs ultimes de développement de la Guinée. Cette première rencontre déclenche le processus de concertation pluri-acteurs de notre groupe thématique 5 afin d'impulser la mise en œuvre des objectifs et résultats attendus de notre pilier de référence, c'est-à-dire le pilier 2. Cette première réunion du groupe thématique 5 du PNDS devait être le point de départ d'une dynamique de dialogue pour améliorer, mais surtout élaborer des plans d'action en vue de développer les secteurs du commerce, de l'hôtellerie, de l'artisanat et de la culture. Les mines et leur impact pour la communauté, Russal vient d'offrir des forages à Sangaredi et Kamsar, des dons pour aider les collectivités bénéficiaires à avoir de l'eau potable. Le groupe explique qu'il s'agit surtout de respecter les conventions avec l'État. Abdoulaye Diallo, Ali Badra Kondé. Favoriser de nouvelles opportunités d'investissement minier, une des principales missions de la Chambre des mines de Guinée. Pour atteindre ces ambitions, des acteurs miniers se réunissent à Conakry. En toile de fond, le renouvellement du conseil d'administration de la Chambre qui a lieu tous les 2 ans. De façon libre et démocratique, le vote se déroule de la manière la plus transparente. Le nouveau bureau est connu à l'issue du dépouillement. Il sera dirigé par la SMB qui arrive en tête avec 21 voix. Le mandat du bureau sortant étant terminé, il fallait absolument, pour rester dans la légalité du respect des statuts réglementaires de la Chambre, procéder à la tenue de cette assemblée générale ordinaire. Et c'est ce qui a été fait. Donc la nouvelle vision maintenant, c'est comment mettre en place le bureau du conseil d'administration qui va désigner à son sein le président ainsi que les autres postes que je viens tantôt d'énumérer. Aussitôt élu, le nouveau bureau devra poursuivre le renouvellement de la structure. Il aura aussi la lourde charge de conduire la Chambre des mines vers d'autres horizons dans l'intérêt du secteur minier guinéen, aujourd'hui en pleine mutation. Avant, comme vous le savez, on a eu des problèmes où des conseils sont restés pendant un peu longtemps. Et cette fois-ci, on a décidé dans nos statuts de limiter à 2 le nombre de mandats et du conseil d'administration. À l'issue de cette assemblée mixte, plusieurs dispositions sont envisagées. Des mesures sont prises dans le sens d'attirer plus d'investisseurs miniers en Guinée. Même si la dynamique est jugée encourageante, beaucoup de défis restent encore à relever par la nouvelle équipe dans les 2 prochaines années. C'était plutôt l'assemblée élective à la Chambre des mines. Le bureau du conseil d'administration vient d'être renouvelé. La nouvelle équipe dispose donc de 2 ans de mandat pour attirer plus d'investisseurs. C'était avec Diamo Kaba. On en vient à ce don de Russal qui vient donc d'offrir des forages à Sangaredi et Kamsar, des dons pour aider les collectivités bénéficiaires à avoir de l'eau potable. Le groupe explique qu'il s'agit surtout de respecter les conventions avec l'État. Abdoulaye Diallo, Ali Badra Kondé. Bouléré, nous sommes à Sangaredi, dans la préfecture de Boki. Dans cette localité, l'accès à l'eau potable constitue un véritable handicap pour les populations. Pour corriger cette insuffisance, la société Russal Kobad, compagnie de bauxite et d'alumine de Djandjan, réalise plusieurs forages pour les collectivités impactées par son exploitation. Cette réalisation se soutient dans le cadre de la mise en œuvre politique de contenu local convenu entre notre société et le gouvernement guinéen, qui nous saluons d'ailleurs pour les efforts inlaissables qu'il ne cesse de déployer en faveur d'un développement harmonieux de la Guinée, et surtout les couches les plus vulnérables qui sont les jeunes et les femmes. Nous espérons que cet ouvrage répond effectivement aux besoins récents exprimés par vous. À Dougoula, également dans la sous-préfecture de Kamsar, la réalisation d'autres points d'eau galvanise la communauté. La réalisation de ces forages va contribuer à l'amélioration de la santé et à répondre aux demandes sans cesse exprimées par la communauté à la base. Aujourd'hui, venir réaliser un forage à Dougoula
veut dire tout simplement que vous venez réduire les travaux ou les corvées de nos mamans par rapport à leur activité quotidienne. Au nom de l'autorité préfectorale que j'ai l'honneur de représenter ici, nous vous disons la Fondation merci. Depuis le début de cette année 2019, 20 forages sont réalisés par la Fondation Russell Guinée dans ces 3 zones d'exploitation, à savoir Fria, Kindia et Boki. La protection de Dame Nature, 2 millions d'hectares vont être reboisés avant 2030. Le projet résulte d'une coopération technique. Déjà, tous les besoins qui avaient été identifiés sont validés. Il ne reste plus qu'à lancer la campagne. Fodé Camara. Source de plusieurs cours d'eau de la sous-région, la République de Guinée est confrontée à des défis de protection du couvert végétal, des berges du fleuve Sénégal et du Niger. Aujourd'hui, pour faire face à cette dégradation très poussée des ressources naturelles, à Kigali au Rwanda, lors d'une table ronde de haut niveau, la Guinée s'est engagée à restaurer 2 millions d'hectares de paysages dégradés d'ici 2030. Cette année même, Monsieur le Président, son Excellence Professeur Alpha Condé, a bien voulu initier un projet de reboisement national dénommé Initiative présidentielle pour le reboisement national. Donc aussi au même moment, nous recevons la FAO qui veut s'inscrire dans le même cadre à restaurer le couvert végétal guinéen qui aujourd'hui est dégradé par les activités anthropiques, à savoir la coupe à bijoux de bois, l'exploitation artisanale de l'or et la fabrication des briques cuites sur le long de nos berges. Donc moi je dirais que tout simplement que je suis très satisfait parce que ce projet a appliqué une approche qu'on appelle l'approche participative. Ce projet de coopération technique, appui à la restauration des paysages et forêts en Guinée, est initié par la FAO pour aider les autorités à rechercher des solutions visant à atténuer les effets du changement climatique. Des effets qui bouleversent le calendrier agricole et touchent l'espace marin et tous les autres écosystèmes. Nous étions à Farana et dans les régions administratives de Farana et Kankan pour procéder à l'évaluation des besoins en renforcement des capacités dans le dit projet. Et aujourd'hui, nous sommes à Conakry après 9 jours de consultation avec l'ensemble des parties prenantes des différentes préfectures et des structures faîtières au niveau décentralisé. Nous sommes à Conakry aujourd'hui pour faire la restitution et procéder à la validation de ces résultats au niveau national. Avec les parties prenantes, bien sûr, tous les ministères qui sont représentés pour voir comment ces résultats-là peuvent être appréciés au niveau national. Le montant global du projet tourne autour de 300 000 $. Donc l'ambition, c'est d'appuyer le pays à restaurer son couvert végétal, les paysages et les forêts. C'est une subvention, que je vais dire. Donc là, c'est un projet pilote qui pourrait aussi ouvrir la porte au pays. Sur la base des données collectées à l'intérieur du pays, une feuille de route est élaborée pour le développement des capacités individuelles et organisationnelles des différents acteurs. En adéquation avec les autres initiatives nationales, l'objectif est de mieux planifier les actions de protection de l'environnement. Le projet d'interconnexion électrique, le comité interministériel de suivi et évaluation a tenu ses travaux à Conakry. Principal motif de satisfaction, la construction d'une ligne de haute tension devant relier les pays membres. Les travaux seraient réalisés autour de 90%. Nabi Kamara. Depuis le lancement des activités du projet d'interconnexion CLSG en 2014, c'est la 5e fois que les membres de son comité interministériel de suivi et d'évaluation environnementale et sociale se retrouvent. Comme ce projet ne peut pas être exécuté sans que les volets environnementaux et sociaux ne soient pris en compte, il a été important de mettre en place un comité interministériel qui va faire la veille réglementaire, donc qui va pouvoir monitorer le projet et donner des orientations afin que toutes les mesures de préconisation et à même de mitiguer les impacts négatifs soient vraiment adéquatement mises en œuvre. Cette rencontre statutaire se fait à tour de rôle dans les 4 pays concernés par ce projet d'interconnexion électrique, à savoir la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Souvent, les débats sont houleux après les présentations des différents sujets inscrits à l'ordre du jour, comme cette fois-ci à Conakry.
Nous avons constaté avec beaucoup de plaisir que le projet avance bien. Et aujourd'hui, toutes les sous-préfectures traversées par la ligne, les reboisements sont en cours et on a pratiquement un taux de 100% de reboisement au niveau de ces différentes sous-préfectures. C'est un sentiment de satisfaction, compte tenu que nous avons constaté l'évolution sur le terrain du projet qui est très élevée, une évolution qui va dans les 80%. Et par rapport à notre rôle qui est le suivi du volet environnemental, les recommandations qui ont été faites lors de la 4e session, nous avons constaté que ça aussi c'est en application. Aujourd'hui, les personnes qui ont été recensées comme personnes affectées par le projet sont rentrées en possession de leur indemnisation. Le projet d'interconnexion électrique CLSG doit réaliser une ligne de haute tension 225 kV reliant la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Protéger le haut bassin du fleuve Sénégal après la baie, voici l'étape de Mamou. Là aussi, des mesures sont prises auprès des populations riveraines pour protéger le bassin, surtout que le programme de gestion intégrée des ressources en eau est entré dans sa phase d'exécution. Mamadou Paté Baldé. La gestion des ressources en eau du bassin du fleuve Sénégal constitue un défi majeur pour l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Pour concrétiser son ambition, l'OMVS s'est engagé dans la 2e phase du PGIR à promouvoir le projet et à vulgariser des techniques innovantes pour lutter contre les changements climatiques dans les États membres. À Mamou, grâce à un financement conjoint de la Banque mondiale, le Fonds de l'environnement mondial et le Royaume des Pays-Bas, experts de l'OMVS et acteurs locaux échangent sur la mise en œuvre du GIR. Les changements climatiques ont des effets néfastes sur les différentes populations. La perturbation du calendrier agricole, les grandes sécheresses, et puis il y a les vents violents, souvent qui décoiffent nos maisons. Tout ça, là, c'est les effets du changement climatique. La vision de l'OMVS pour la mise en œuvre de ces différents projets, c'est d'augmenter la résilience des populations au changement climatique. Le fleuve Sénégal prend sa source dans la commune urbaine de Mamou, notamment à Salamayo. Et la nécessité s'impose de faire en sorte qu'il y ait un reboisement total de cette zone. L'OMVS est en train de travailler dans ce sens et qui fait qu'à tout moment, les techniciens, les experts s'occupent non seulement de ce reboisement qui est capital, mais surtout pour la protection du couvert végétal. L'Association guinéenne pour la promotion de la santé et de l'environnement, sous la supervision du ministère de tutelle, pilote le projet. Il faut, n'est-ce pas, agir en amont. Et c'est en agissant en amont, nous sommes en train de favoriser ceux qui sont en aval. Et c'est pourquoi on a dit que c'est un projet sous-régional. Et on sait que le BAFING, ce n'est pas pour la Guinée. C'est pour toute la sous-région. Et ce sont ces gens-là qui, n'est-ce pas, en agissant en amont, on est en train de favoriser toutes les actions qui vont entreprendre autour de ces cours d'eau en aval. Nous sommes prêts vraiment à sensibiliser les citoyens à la bonne gestion des ressources. Il faudrait qu'ils soient sensibilisés vraiment dans les façons de faire, dans la gestion des ressources et dans la préservation de l'environnement. Le projet prévoit aussi la réalisation des cordons pierreux et la fourniture de semences adaptées aux besoins des populations riveraines du haut bassin versant. Des activités que l'ONG compte réaliser avec l'implication de l'ensemble des communautés du haut bassin. Les EPA relevant du ministère de la Jeunesse, le diagnostic est posé, l'heure est à la restitution des résultats obtenus, une démarche qui doit permettre aux cadres d'être au même niveau d'information afin de valider les recommandations des experts. Fatimatou Diallo. C'est un audit qui touche l'Agence nationale du volontariat jeunesse, le Fonds national pour l'insertion des jeunes et l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi.
Une analyse approfondie du dispositif institutionnel et organisationnel a permis de détecter quelques éléments à améliorer au sein de ces trois structures pour les rendre plus dynamiques. La plupart de ces structures-là contribuent potentiellement, n'est-ce pas, à régler la question de l'employabilité des jeunes. Mais il se trouve que par endroits, il y a des chevauchements. Il est important, si vous voulez donner plus de visibilité, n'est-ce pas, à vos actions en termes de politique publique, que vous arriviez à régler ces déficits-là, que vous arriviez à définir le périmètre de responsabilité de chacune de ces entités considérées. Nous pouvons dire que l'AGETIP est sous-employé parce que l'AGETIP devrait normalement être un outil, non pas seulement pour le ministère de la Jeunesse, mais pour tous les départements sectoriels qui évoluent dans les programmes et des projets d'utilité publique. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3 du BOSEJ. Elle s'intitule « Appui institutionnel et cadre réglementaire ». Le projet Booster les compétences a une composante qui est essentiellement dédiée au renforcement de capacités des trois ministères qui sont impliqués dans le processus de qualification de la jeunesse, à savoir le ministère de la Jeunesse, l'enseignement supérieur et l'enseignement technique. Et nous avons fait des activités pour les deux autres ministères et actuellement nous faisons cette activité pour permettre au ministère d'avoir une situation réelle de ces EPA afin d'aider ces EPA à avoir toutes les compétences pour accompagner les jeunes. L'application du contenu de la version finale de ce document devrait améliorer la prise en charge des questions de jeunesse. Sa mise en œuvre sur le terrain facilitera l'insertion socio-économique de la couche juvénile. Permettre aux jeunes de Guinée d'avoir des milliers d'emplois, d'être de véritables entrepreneurs, pour qu'ils puissent rester ici en Guinée, pour qu'ils croient en eux et donc qu'ils contribuent au processus de développement du pays. Voici la jeunesse que nous voulons et je suis sûr qu'avec l'appui du président de la République, le professeur Alpha Condé, d'ailleurs qui a donné des orientations au premier chef du gouvernement, qui me demande justement à tout moment d'être proactif et de mettre l'employabilité, l'entrepreneuriat des jeunes au centre de nos activités. Pendant 2 jours d'intenses travaux, les participants vont s'atteler à identifier les mesures correctives. La rencontre devra aboutir à l'amendement et à la validation du rapport par les cadres du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Santé, l'actualité, c'est cette performance réalisée par le centre communal Les Flamboyants. La structure vient de décrocher le prix Étoile d'Or, une récompense de la qualité des prestations. Il s'agit d'une évaluation conjointe faite par une ONG et le gouvernement guinéen. Hadia Toubari. Plus qu'un rêve, c'est désormais une réalité pour le centre médical communal Les Flamboyants. Le symbole de performance en haute qualité d'offre de soins lui est décerné pour la toute première fois. Les efforts fournis dans l'amélioration des indicateurs de services de santé de la reproduction, avec la réalisation de plus de 120 accouchements par mois et de 80 femmes optant pour les méthodes de planification familiale sont remarquables. Mieux, la qualité des prestations de soins en médecine générale et surtout de la prévention et du contrôle de l'infection sont les autres éléments clés de l'obtention du prix Étoile d'Or. Je me sens fière à l'intérieur de moi-même d'avoir reçu cette Étoile d'Or pour les services bien rendus à la communauté. Si vous voyez que tout ce temps nous n'avions pas eu l'étoile, c'est parce qu'il manquait toujours quelque chose. Et ce quelque chose a été comblé par les différentes supervisions qui étaient des supervisions formatives. Donc nous avons bien assimilé et voilà que la récompense est faite. Nous avons eu l'étoile. Le centre médical communal Les Flamboyants se distingue des autres CMC de la capitale de par son service ophtalmologique. Il est le plus fréquenté de la structure, avec en moyenne par mois 365 patients consultés et près de 100 cas d'intervention chirurgicale oculaire. L'affluence du service ainsi que tous les autres compartiments est le résultat d'une bonne collaboration entre médecins et patients. Un critère fondamental dans le processus d'évaluation pour décrocher l'étoile d'or. Ce processus met en émulation les différentes structures sanitaires qui l'appliquent.
et on arrive à la reconnaissance et à la récompense, qui est un élément qui stimule la motivation du personnel à continuer à améliorer la qualité des services. La première étoile est obtenue et le défi est lancé pour une seconde. Si le centre respecte les règles d'éthique et de déontologie, ils auront rapidement leur deuxième étoile. Nous sommes déjà assez satisfaits lorsque les chefs de quartier eux-mêmes disent que les gens leur accordent du respect ici. Nous aimerions que toute la population le dise. C'est pour cela que nous avons dit au centre que ce sont des critères importants qui vont être pris en compte désormais pour pouvoir obtenir les autres étoiles. La remise du symbole étoile d'or au centre médical communal Les Flamboyants est aussi marquée par l'offre des équipements sanitaires. Le geste est de JPAIGO sur financement de l'USAID pour davantage renforcer le plateau technique de la maternité et réduire la mortalité maternelle et néonatale. Guinée-Chine, l'histoire d'amour dure depuis 60 ans, une coopération évoquée pendant que les Chinois célèbrent l'an 70 de la fondation de l'Empire. Conakry et Pékin ont mis l'occasion à profit pour passer en revue les grands axes de cette coopération. Fatima Diallo, Al-Gassimobar. 35 000, c'est le nombre de Chinois vivant en Guinée. Ils excellent dans divers domaines d'activité comme le commerce et les mines. Ces ressortissants de l'Empire du Milieu commémorent ici les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine. Cette année, c'est le 70e anniversaire de la Chine. En même temps, c'est l'amitié entre le Guinée, 60e anniversaire. On a donné le don des réparations de l'école, réparation des routes, mosquées et faire des forages pour la population guinéenne. Comme pour signifier l'attachement de la Chine à la Guinée, la communauté chinoise saisit l'occasion pour célébrer les 60 ans de relations sino-guinéennes. Des relations dominées ces dernières années par la signature de plusieurs accords de coopération. Des accords portant sur l'économie, la culture, le commerce, la santé et la formation. Les relations entre nos deux pays ont pris un formidable essor. Surtout ces dernières années, j'aimerais souligner l'intensité des relations avec 3 déplacements du président Alpha Condé en Chine de 2016 à 2018. Au cours desquels il a eu des entretiens fructueux avec le président chinois Xi Jinping. Et les deux parties ont établi un partenariat de coopération stratégique globale. Le diplomate chinois a rappelé que la Guinée a été le premier pays de l'Afrique au sud du Sahara à nouer des relations bilatérales avec la Chine. C'était le 4 octobre 1959. Désormais, une rentrée littéraire en Guinée. La première édition, c'était vendredi, un événement marqué par la publication très prochaine d'une vingtaine de titres déjà prêts. Karim Kamara. Ces soldats de la culture, de l'esprit et de l'intelligence retrouvent encore des couleurs. Ils recommencent la chose littéraire après s'être ressourcés. C'est la rentrée littéraire, une première en Guinée. Elle est initiée par les éditeurs et écrivains du pays. Après les concepts 72 heures du livre, Conakry, capitale africaine et mondiale du livre, cette rentrée prend désormais place dans l'agenda culturel guinéen. Chaque chose a son temps. Comme dit l'Église, il y a un temps pour tout. Il était temps que nous fassions nous aussi, comme beaucoup d'autres pays, notre rentrée littéraire, parce qu'il y a un stock de production assez impressionnant dans notre pays. C'est tout à fait nécessaire que nous présentons nos œuvres au grand public, aux médias que vous êtes, afin qu'on sache que les écrivains guinéens ne dorment pas. Cet événement reflète la tendance actuelle des Guinéens à témoigner dans les livres. Aujourd'hui, le pays compte de nouveaux écrivains produits par 8 maisons d'édition. Pour cette rentrée 2019,
20 livres attendent d'être dédicacés. Si l'intérêt du public se développe, eh bien, on ouvre le champ des possibilités de réflexion à beaucoup de monde. Et je pense que ça contribuera à atténuer parfois certaines certitudes. Pour encourager les éditeurs, 50 exemplaires de nouveaux ouvrages universitaires sont offerts aux institutions d'enseignement supérieur, aux points de lecture et bibliothèques de la capitale. Avant, les livres étaient édités en Guinée, mais je pense que cela va revenir très prochainement. Et il y a une politique du livre qui va être mise en place à travers le ministère de la Culture et également aussi interpeller les parents. Un téléphone coûte plus cher qu'un livre aujourd'hui, alors que le livre nourrit l'esprit. Et donc si on veut mieux éduquer nos enfants, mieux leur inculquer la culture du travail, il faut qu'ils s'intéressent à la lecture. Et la lecture permet de s'ouvrir au monde. Et je crois que la Guinée a beaucoup de talent, a beaucoup d'écrivains, nous devons en profiter. Après cette rentrée littéraire, le premier salon international du livre de jeunesse de Conakry se tiendra du 6 au 9 novembre 2019. Série sur les gâteaux, du 21 au 26 novembre, la Guinée est pays invité d'honneur de la 17e édition de la Foire du livre de Dakar au Sénégal. Avec le grand Bembea Jazz National qui s'apprête pour une tournée aux États-Unis. Cet après-midi, nos reporters ont assisté à l'une des dernières répétitions du groupe. Tout est au point avant d'aller animer 2 concerts à Washington et à New York. Diamokaba, Isidore Gonona Nanamo de Tunkarata. Après 58 ans de carrière, le groupe mythique Bembea Jazz continue à pratiquer la musique avec enthousiasme. Ces mini-concerts scéniques préparent la 3e grande tournée du groupe sur les États-Unis. 18 musiciens sont à pied d'œuvre pour un dernier filage avant le départ prévu pour le 24 de ce mois. La formation est dirigée par Sekou Bembea, soliste du groupe. Depuis le mois de février dernier, l'équipe révisite les répertoires musicaux pour démontrer son savoir-faire aux mélomanes américains. C'est une tournée, en même temps, c'est de donner ce que nous avons, de montrer au point de vue de la vraie musique guinéenne. Nous avons, par exemple, quelque chose qui est très important dans la vie de la nation africaine, et qui est l'histoire de regard sur le passé, parce que ça parle pas seulement de la Guinée, mais ça parle de l'Afrique. Donc ce bagage musical, ça serait la première fois, ça va être joué devant l'opinion américaine. Le titre « Regard sur le passé de l'Afrique et de la Guinée en musique » a déjà fait le tour du monde en version française avec le groupe Bembea Jazz. Le répertoire musical de l'orchestre va changer cette fois avec la version anglaise pour montrer aux mélomanes afro-américains l'existence du groupe mythique. Dans la foulée, 2 concerts sont prévus à New York et à Washington pour remercier l'Amérique de son soutien à la Guinée. Nous avons fait le concert Regard sur le passé que les Américains noirs demandent parce que c'est leur histoire qu'ils retrouvent dans ce concert, en version anglaise cette fois-ci. Si la version française est connue, la version anglaise que nous avons présentée à Lagos en 1977 n'a pas été diffusée. Et c'est pourquoi on va profiter de notre séjour aux États-Unis pour enregistrer cette fois-ci la version anglaise et la diffuser. Pour cette 3e tournée, la nouvelle génération fait son entrée dans le groupe. Sayon Bamba et Djanka la Divine participent activement à la répétition pour explorer les divers rythmes du passé afin d'y apporter un nouveau souffle. Avant de quitter Conakry, l'équipe compte organiser un concert de revoir pour rappeler aux citoyens guinéens que le Bembea Jazz est un ambassadeur culturel de la Guinée depuis le 15 avril 1961. Départ
départ prévu de Conakry le 24 septembre 2019. Le projet de réforme constitutionnelle fait du chemin à Fria. Plusieurs dizaines de jeunes se sont retrouvés à la maison commune pour porter le débat sans passion, des discussions courtoises et argumentées. Nos reporters Mamadou Saliouba et Bamba Kamara ont suivi ce débat. Suivez. La fumée de la Renaissance sur la cité de la Lumine. La population de Soumori conjugue au passé l'arrêt de l'usine Frigia. Dans cette ville, les citoyens sont conscients que leur mot compte dans le débat sur la vie nationale. Ils se rassemblent à la place publique de la cité pour débattre avec le collectif des enseignants pour la participation au débat national. Le principe du changement constitutionnel est le sujet abordé. Avec une forte représentativité féminine, les Friakas ont exprimé leur avis sur la principale préoccupation du moment. J'ai compris que le changement constitutionnel est bien pour les femmes et pour les jeunes. On va ajouter tout ce qui manque dans l'actuelle constitution. Nous devons tous accepter le changement constitutionnel. Il a parlé de 162 points. Je suis d'accord avec lui. Mais 97, comme il a dit, points sont à changer, 66 sont à changer. Mais c'est des changements. Parmi c'est donc déjà 50% de ces articles qui sont là. Donc normalement c'est un changement au lieu de dire qu'il devait avoir une constitution. Donc c'est pourquoi moi vraiment j'aurais souhaité qu'on fasse un amendement. Qu'il y ait un amendement au lieu qu'il y ait une constitution. Une confrontation d'idées sans passion pour aborder l'enjeu du changement constitutionnel dans notre pays. Le face-à-face a permis de libérer la parole et de rehausser le niveau du débat sur le projet de changement de la loi fondamentale dans notre pays. Fria a été une population très curieuse, très mobilisée et les questions, c'était des questions pertinentes. Il y a eu des contradictions. D'aucuns ont pensé dans la salle que non, on ne doit pas toucher à cette constitution, qu'il faut donc attendre après. Mais nous avons dit, c'est votre opinion. Il y a aussi certains qui pensent qu'on peut changer la constitution. Je crois que Fria a bien compris le message et Fria, je crois, est vraiment prêt pour discuter sur le problème de changement constitutionnel. Cette séance d'échange public devrait donner un nouvel élan au débat sur le changement constitutionnel dans le Soumori. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Astaldi, dans Fria et partout ailleurs dans le monde. Bonsoir.